Bonjour, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin et merci d'avoir patienté ces quelques minutes. C'était la technique, la technologie parfois qui nous pose des défis, mais tout va bien fonctionner ce matin. Très heureux d'accueillir aujourd'hui l'honorable Marc Garneau, notre ministre des Affaires étrangères du Canada. Il est venu à plusieurs reprises à des événements de la Chambre. Monsieur Garneau, vous étiez là à titre de ministre des Transports. D'ailleurs, vous avez utilisé la tribune de la Chambre à plusieurs reprises au cours des années pour faire des annonces, soit de consultation ou d'intention politique du gouvernement fédéral. Et je vous en ai toujours été très reconnaissant. Je trouvais à la fois que c'était une bonne façon de communiquer avec le milieu des affaires, puis c'était un beau clin d'œil à votre ville d'accueil, Montréal. Vous êtes député de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, ici même, et donc je trouvais que c'était... J'aimerais ça que tous les ministres fédéraux s'inspirent de votre tradition de dire c'est à Montréal, à l'occasion, à la Chambre de commerce, que je vais faire certaines annonces. Écoutez, Monsieur le ministre, je vous le disais avant qu'on soit en onde, votre venue à la Chambre attire énormément d'attention. À travers les années, ça fait plusieurs années qu'on fait des événements où il y a des périodes d'échange et je reçois toujours du milieu des affaires des propositions pour des questions, des sujets qu'on veut que j'aborde avec l'invité. Je vous dirais que vous êtes parmi ceux qui ont suscité le plus de suggestions. Alors, chacun de vos mots va être écouté, va être analysé. Et on espère que si jamais il y a des choses que vous ne dites pas, que je vous amènerai à en parler. Donc, écoutez, je vais sans plus tarder vous céder la parole. Il y a beaucoup d'enjeux. Évidemment, nos frontières sont toujours fermées. Vous avez un rôle majeur à jouer. Il y a de la coordination internationale. Il y a une nouvelle administration aux États-Unis. Il y a une situation avec la Chine. Il y a beaucoup d'éléments à aborder, mais la première question, là, puis je vous dis, je vous laisse aller, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il va falloir parler de notre réouverture progressive vers l'international. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Bien, merci beaucoup, Michel, à toi et à ton équipe de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. Ça me fait d'autant plus plaisir de vous retrouver alors que nous commençons à envisager un semblant de retour à la vie normale au fur et à mesure que les Canadiens se font vacciner et que le nombre de cas de COVID-19 baisse. Notre gouvernement est conscient de l'impact de cette longue pandémie sur vos entreprises et sur les travailleurs. La pandémie a révélé plusieurs choses. La résilience de nos industries, l'importance de nos relations commerciales et la nécessité de renforcer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement. La priorité absolue de notre gouvernement est toujours de venir à bout de cette pandémie et de rebâtir une économie plus forte, résiliente, durable et inclusive. Cette priorité est claire dans le budget du printemps qui prévoit un investissement de plus de 100 milliards de dollars sur 3 ans pour créer des emplois et soutenir la reprise économique. À court terme, la cible est claire, créer 1 million d'emplois d'ici la fin de l'année. Ça passe notamment par des investissements dans des infrastructures clés comme les transports en commun. Ça passe aussi par un soutien aux entreprises qui cherchent à s'implanter dans de nouveaux marchés, à innover et à investir dans la technologie qui les rendra plus productives et compétitives. Nous soutiendrons directement les travailleurs affectés en créant 500 000 nouvelles possibilités de formation, dont presque la moitié pour les jeunes, sans oublier les entreprises dans nos secteurs les plus touchés, comme le tourisme, les arts et la culture. L'une des plus grandes leçons que nous avons tirées de la pandémie est l'importance des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes. Dans ce contexte, la relance nécessitera une grande collaboration avec nos partenaires internationaux, en particulier les États-Unis, notre premier partenaire commercial. Au mois de février, le premier ministre Trudeau et moi avons participé à notre première rencontre virtuelle avec la nouvelle administration Biden, quelques semaines après l'inauguration du nouveau président. Nous avons annoncé une nouvelle feuille de route pour revitaliser la relation entre nos deux pays en identifiant clairement nos priorités communes. Mettre fin à la pandémie, la relance économique, la lutte contre le changement climatique, la sécurité du continent, l'inclusion et
le renforcement des relations multilatérales dans le monde. Un dossier important que nous gérons ensemble depuis le début de la pandémie est la fermeture de la frontière aux voyages non essentiels pour réduire le risque de transmission de la COVID-19 et de ses variants. Pour le moment, la frontière restera fermée jusqu'au 21 juin et on réévalue chaque mois. Nous avons très hâte de reprendre nos activités normales. Je sais que les gens sont impatients, mais toute décision sur la réouverture sera prise en tenant compte des données de santé publique. One thing we agree on with the Biden administration is that now is not the time for protectionism. While the border is closed for non-essential travel, it remains open for trade. Our commercial relationship is just too important. A recent Business Roundtable study showed that 7.8 million jobs in the United States derive from trade with Canada, thanks to our integrated supply chains. Canada is the number one customer for at least 32 states. We buy more from the U.S. than China, Japan, and the UK combined. That's a powerful argument against Buy America policies that we make at every opportunity. Dans nos relations avec les États-Unis, nous continuons d'être guidés par les intérêts des Canadiens et de nos entreprises. En mettant en œuvre le nouvel accord de libre-échange, nous continuons d'agir contre les mesures protectionnistes. Nous l'avons fait pour protéger les exportations d'acier et d'aluminium et nous continuons de le faire dans le cas du bois d'œuvre. Nous travaillerons aussi avec les Américains pour protéger l'environnement et atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Canada est déjà le plus grand fournisseur d'énergie des États-Unis. Mais la transition vers une économie plus verte et durable offrira à nos entreprises de nouveaux débouchés, que ce soit dans le développement de batteries pour les véhicules sans émissions, la construction d'infrastructures énergétiques ou encore la transmission et l'entreposage d'énergie propre. En tant que leader reconnu en énergie renouvelable, le Québec pourrait être un des premiers bénéficiaires. While we work to strengthen our diplomatic and commercial relationship with the U.S., we must acknowledge that momentum is rapidly changing to Asia. It is projected that 60% of global growth will come from the Indo-Pacific just 10 years from now, and that by 2050, it should account for half of global economic output. I'm not only talking about China, but also other countries like Vietnam, Taiwan, Korea, that have proven especially resilient during the pandemic. We can only rejoice in the fact that large swaths of population in many developing countries are lifting themselves out of poverty and joining the global middle class. We have to take stock of what that means. We now live in the Indo-Pacific century. Going forward, we need to reimagine a world in which trans-Pacific partnerships are paramount. Canada is, after all, a Pacific nation. We will need to foster new partnerships in the Indo-Pacific region. L'Indo-Pacifique est déjà le deuxième marché régional en importance du Canada pour le commerce des marchandises et nos investissements dans la région ont presque doublé en 10 ans. Inversement, les investisseurs asiatiques considèrent le Canada comme une destination attrayante, tant au niveau des ressources naturelles que des partenariats, par exemple, en éducation. L'accord global et progressif de partenariat transpacifique, ou CPTPP, comme les gens l'appellent, a donné aux Canadiens accès à plus de 500 millions de clients dans la région depuis son entrée en vigueur en 2018. Et nous travaillons présentement également au renforcement de nos relations commerciales avec l'Inde. Nous examinons un accord commercial avec l'Indonésie et nous allons entamer des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. En développant nos relations commerciales, il ne faut jamais perdre de vue nos obligations en matière de démocratie et des droits de la personne, et surtout la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens.
La libération des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig est au premier plan de ma politique étrangère et de nos relations bilatérales avec la Chine. Soyons clairs, on ne peut pas ignorer la Chine. C'est pourquoi notre approche vis-à-vis la Chine est de simultanément contester, compétitionner, coopérer et coexister. Nous devons coopérer avec elle dans des domaines où nous le pouvons, comme la lutte contre les changements climatiques. On est tous sur la même planète, tout en contestant, par exemple, leur violation des droits de la personne. C'est pour cette raison que nous avons imposé des sanctions contre les responsables de la répression des Ouïghours et d'autres minorités ethniques au Xinjiang, compte tenu des preuves substantielles de violation des droits de la personne et du travail forcé. Nous avons aussi annoncé des mesures pour aider les entreprises canadiennes à éviter que le travail forcé ne s'introduise dans leur chaîne d'approvisionnement. Cela comprend l'interdiction des importations issues du travail forcé et une nouvelle déclaration d'intégrité pour les clients du service des délégués commerciaux. Nous nous attendrons à ce que les entreprises canadiennes opérant à l'étranger respectent les droits de la personne dans leurs activités. Permettez-moi de conclure en saluant la résilience dont vous avez fait preuve depuis le début de la pandémie. Nous vivons des temps très difficiles et vous continuez de faire preuve d'une créativité et d'une ingéniosité remarquables. Pour ça, vous avez toute mon admiration. Merci encore de m'avoir invité ce matin à participer avec vous. Merci. Merci. Merci, M. Garneau. Je vous écoutais et honnêtement, je trouve que les choses sont dites avec clarté. Et on parlait de politique étrangère, la situation de la Chine, on y reviendra. Évidemment, l'importance des relations avec les États-Unis, on y reviendra aussi, mais je pense qu'on a des messages clairs et on comprend la position du gouvernement sans ambiguïté. J'aimerais qu'on revienne évidemment là, sur le sujet qui brûle les lèvres de tous les gens d'affaires, qui est la réouverture des frontières, la possibilité de voyager sans se voir imposer de la quarantaine. Je me disais en introduction à la question, Monsieur le ministre, il y a eu beaucoup d'agilité au cours de cette pandémie et les gouvernements ont, à mon avis, extrêmement bien réagi. Depuis quelques mois, on a demandé des plans de déconfinement. On les a demandés au gouvernement du Québec. On a vu les choses évoluer. Il y avait 2500 personnes au Rebelle pour l'une des victoires du Canadien. C'était une bouffée d'air frais qui témoignait qu'on prend des décisions, on s'en va dans cette direction-là. Et ce que les gens d'affaires apprécient, évidemment, c'est la prévisibilité des annonces qui permettent de planifier les choses. J'ai demandé, moi, aux compagnies aériennes, combien de temps ça prend pour rétablir les réseaux aux aéroports, combien de temps ça prend pour repartir avec une certaine normalité. Et on me dit quelques mois. On peut commencer très rapidement certaines actions, mais entre rappeler le personnel, il y a des fois de la requalification, il y a évidemment au niveau des transporteurs aériens la question des avions qui ont été laissés au sol pendant longtemps. Bref, on nous demande systématiquement de la prévisibilité. On le voit à l'étranger, on y est rendu dans certains endroits. En Europe, on a abordé cette question-là de front depuis plusieurs semaines. En Grande-Bretagne, les États-Unis ont largement déconfiné sur les vols intérieurs. Et quand je regardais nos chiffres hier sur l'île de Montréal, 1,5 million d'habitants, il y avait 35 cas. C'était phénoménal. Je ne dis pas qu'on sera là dans les prochains jours, nécessairement tous les jours, mais assurément, on voit à quel point les choses progressent dans la bonne direction. Je regardais selon nos critères en Israël, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ils sont dans des zones vertes si on prend nos propres critères à nous. Alors, je vous pose la question la plus simplement possible, Monsieur le ministre. Vous avez évoqué le 21 juin comme étant une possibilité de la réouverture de la frontière américaine sans vous commettre. Est-ce qu'on pourrait avoir d'ici quelques jours un plan clair qui dit voici comment nous allons procéder, voici les seuils qu'on va examiner et voici comment on va réouvrir nos frontières dans les prochains mois? Merci beaucoup, Michel. Votre message est très clair et le mot que je retiens le plus, c'est la prévisibilité parce que vous devez toujours planifier à l'avance et puis vous êtes impatient, comme moi, de recommencer et de retourner à la normale. Le
la décision est quelque chose que nous prenons très, très au sérieux. C'est le gouvernement fédéral qui est responsable de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais nous devons agir avec les provinces également parce qu'ils ont leur mot à dire et leur juridiction dans ces choses-là. L'autre chose, c'est que on a utilisé une certaine prudence jusqu'à présent parce que vous vous rappellerez, si on retourne en arrière, il y a eu le début de la pandémie. Ensuite, l'été dernier, on n'était pas sûr ce qui allait se passer, mais une deuxième vague a eu lieu. Et ensuite, on a redescendu la pente de la deuxième vague et on a mis de côté certaines contraintes et voilà que des variantes sont arrivées, une troisième vague s'est produite. Et Dieu merci, on est en train de redescendre de façon importante cette troisième pente. Mais on n'en veut certainement pas une quatrième et on ne veut pas certainement être pris avec de nouvelles variantes, des nouveaux variants qui sont encore plus dangereux que ceux qu'on a déjà dans le pays. Alors, il y a une certaine prudence et l'Agence publique de la santé doit agir avec l'information la plus importante vis-à-vis la question de ces virus, de leur capacité d'infecter. Et puis, c'est pour ça qu'on semble très prudent. Mais je peux vous assurer que, et je suis sur le comité du cabinet qui est responsable pour la COVID-19, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire avec la COVID-19. Et je peux vous dire qu'on discute très, très activement en ce moment. Comment est-ce qu'on peut baisser les restrictions qui existent présentement? Et on le fait avec les États-Unis. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Et puis, on est très conscient que les gens deviennent impatients. Et puis, je prends note très, très clairement ce matin de votre mot prévisibilité. Vous voulez savoir quel est le plan? Quand est-ce que ça va s'en venir? C'est toujours difficile de prédire quelle sera la situation dans un mois, mais je vous comprends très bien et je ramène ça chez moi à mes collègues. Dans le fond, M. le ministre, je pense qu'il y a deux décisions ou deux gestes immédiats qu'on réclame. Le premier, c'est ce dont je viens de parler, puis ce que vous venez de reconnaître, c'est ce besoin d'un plan rapidement qui permet cette prévisibilité, qui annonce les couleurs, qui annonce des dates avec des conditions. Les gouvernements provinciaux l'ont fait. Hein, ils ont dit, si on atteint tel niveau, ben voici ce qui se passera. Ben, on pourrait exiger, je pense, collectivement qu'on planifie correctement cette réouverture des frontières avec des conditions. Ça, c'est la première décision qu'on attend impatiemment. Je vous dirais, si on est en début de semaine, si vous voulez annoncer ça d'ici la fin de la semaine, ce serait parfait. La deuxième décision, évidemment, Monsieur le ministre, c'est celle de la fameuse quarantaine forcée à l'hôtel. Vous avez parlé de ce qui s'est passé dans le passé avec ces risques de ramener des variants au pays. Mais quand on regarde derrière nous, c'est un mauvais indicateur pour la situation actuelle parce qu'il n'y avait pas la vaccination. Au Québec, présentement, on va atteindre d'ici à peu près 10 jours le 75% de première dose dans la population. Je pense que pour l'ensemble du Canada, on est à 58-60%. On prévoit que la deuxième dose va avoir été distribuée d'ici août pour toute la population en haut de 12 ans et pour la population adulte, c'est probablement en juillet au Québec. Si bien que ce qui se pose comme réalité présentement, c'est qu'il y a des gens doublement vaccinés qui commencent, là, les personnes qui en haut de 60 ans déjà commencent à l'avoir, donc beaucoup de gens d'affaires qui veulent aller à l'étranger pour renforcer leur relation avec des clients, faire du développement d'affaires. Et là, la question se pose, est-ce qu'on peut avoir tout de suite un signal clair qu'on lève le confinement obligatoire en hôtel dans les prochains jours et que pour les gens qui ont 2 doses, ben comme on le dit à travers le monde, vous pourrez voyager. Il y a des outils qui permettront de confirmer que vous avez obtenu vos 2e doses. Donc, comme je le dis, il y a ce plan, mais il y a des décisions immédiates pour reconnaître que maintenant, des gens sont vaccinés. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec les propos que vous tenez. Je suis moi-même une personne qui est en quarantaine en ce moment parce que je reviens de mon 2e voyage.
depuis que je suis ministre. Je suis allé à Londres d'abord et puis récemment en Islande. Et puis, je suis en quarantaine, le 14 jours. Je suis allé à l'hôtel. Je me suis fait tester. Je viens de recevoir les résultats de mon test de journée numéro 8. Alors, je vis cette expérience et je comprends que c'est pas le fun. C'est sûr que c'est le cas. Sur votre question, on est en train d'examiner très, très activement la question des passeports de vaccins. Alors, ça, c'est quelque chose où on vient de voir que l'Union européenne va permettre, entre les pays de l'Union européenne, l'utilisation des passeports de vaccins. Comme vous dites, maintenant qu'on commence à vacciner les gens avec leur deuxième vaccin, ça ouvre la possibilité que ces gens-là puissent voyager plus librement. Alors, je peux simplement vous dire que c'est quelque chose qu'on examine très activement en ce moment, parce qu'on réalise qu'il y a des outils qu'on pourrait utiliser pour permettre aux gens qui sont vaccinés de recommencer à voyager. Alors, c'est quelque chose qui est en discussion en ce moment. Peut-être, toujours dans cet aspect-là, Monsieur le ministre, un message à passer à vos collègues, c'est que comme tout le monde commence à s'organiser, il y a un danger qui est, est-ce que c'est la tour de Babel qui, dans la Bible, nous enseigne ça, mais c'est les systèmes qui ne se parlent pas, à défaut des langues multiples. Ce que je comprends, c'est que notre code QR du Québec n'est pas compatible au moment où on se parle avec le code QR européen. Et quelque part, ben, je lance pas le blâme au Québec. Le Québec devait aller de l'avant, mais je vous dis, vous devez, avec vos collègues, confirmer le standard qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on s'organise partout, eh bien, que les systèmes se parlent. Sinon, il va y avoir confusion éventuellement. Donc, encore une fois, c'est votre rôle avec vos collègues multilatéraux de bien s'entendre rapidement sur le code, je dirais, universel qu'on devrait adopter pour que ça soit reconnu ici et partout. En effet, vous avez touché sur un point très important qu'on explore activement en ce moment, parce qu'en bout de ligne, si on est capable d'harmoniser, ça va aller beaucoup mieux. Alors, c'est une des choses qu'on examine en ce moment. Écoutez, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a peut-être une dernière question qui est que dans les prochains mois, on s'attend à avoir, encore une fois, je pense, tous les vaccins dont on aura besoin pour, je dirais, vacciner tous les Canadiens qui le désirent avec une deuxième dose. Est-ce que vous voyez éventuellement, je dirais, un rôle accru du Canada pour aider les pays en développement à avoir accès à des doses de vaccins? C'est dans l'intérêt, évidemment, de ces populations, mais on va se le dire presque égoïstement, c'est aussi dans notre intérêt pour éviter la possibilité que des nouveaux variants émergent quelque part ailleurs sur la planète. C'est une responsabilité collective de solidarité planétaire. Comment vous voyez notre rôle éventuellement? Si on est tous vaccinés rapidement durant l'été, quel rôle allons-nous jouer? Bien, le Canada va, quand on arrive à un certain point, commencer à donner ces vaccins en surplus à d'autres pays. Le premier ministre l'a dit clairement, moi je l'ai dit clairement, et puis c'est quelque chose qu'on doit faire, comme vous dites, à moins qu'on se débarrasse de la pandémie à travers toute la planète, ça va rester un risque pour tout le monde. Alors, on a réalisé qu'à un moment donné, quand on est confiant qu'on va pouvoir couvrir la population canadienne, ça va être le moment où on commence à donner, à contribuer nos vaccins en surplus à d'autres pays en développement. Et je parle avec ces pays-là dans mes fonctions normales, et ces pays en développement nous commencent toujours la conversation en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider parce que vous êtes un pays bien nanti, vous avez des vaccins, est-ce que vous pouvez nous aider? » Je pense qu'on a une responsabilité en tant que pays, peut-être sur le plan moral même, de contribuer à d'autres pays. C'est quelque chose qu'on a l'intention de faire. Très bien. Et parlons, évidemment, de la COVID, c'est très important. Migrons vers un peu d'autres sujets, et vous les avez abordés dans votre allocution. Parlons de notre principal partenaire commercial, les États-Unis. Il y a une certaine crainte qui est une forme de désynchronisation si on n'ouvrait pas nos frontières en même temps. Là, les Américains semblent déterminés à le faire, mais ça, c'est de l'ordre de la COVID. Je voudrais davantage qu'on parle de ces relations bilatérales. Vous l'avez bien dit, c'est pas le temps d'être protectionniste. Et en même temps, on l'a vu pas plus tard que la semaine dernière sur le bois d'œuvre,
On l'a vu, des discussions sur le lait. Est-ce que vous avez l'impression que, malgré toute la bonne volonté du monde et peut-être nos bonnes relations entre l'administration Biden et votre administration, qu'on s'en va quand même vers des tensions commerciales et est-ce que ça devrait inquiéter nos gens d'affaires ici? Alors, très bonne question. Et puis, certainement, vous avez cité des exemples. Et puis, faut pas permettre le protectionnisme. Alors, c'est un petit peu comme quand on a négocié l'ASEAN sous la présidence de M. Trump. Il y avait toujours des menaces vis-à-vis cette entente-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé ce qu'on appelle Équipe Canada pour aller parler aux politiciens américains. Et j'en ai fait partie. Je suis allé parler avec des gouverneurs, des sénateurs, des représentants. Alors, c'est un message qu'on amène aux États-Unis pour leur expliquer à quel point nos chaînes d'approvisionnement sont intégrées et que si eux décident de devenir protectionnistes pour certains produits, ça pourrait, sans qu'ils le sachent, les affecter. J'ai mentionné dans mon discours que presque 8 millions d'Américains dépendent directement du commerce avec le Canada. Il y a beaucoup d'emplois qui sont en péril. Alors, ça va être la même chose avec l'administration Biden. L'équipe Canada va continuer. Et je pense qu'on a eu un bon traité de libre-échange avec l'ASEAN parce qu'on s'est battu, on a informé. C'est le même processus qui va devoir continuer avec l'administration Biden pour qu'on leur explique que c'est à leur avantage vraiment de voir les choses de façon nord-américaine plutôt que leur pays se protéger contre la compétition venant du Canada ou de d'autres pays. Alors, c'est le message qu'on va amener avec nous. On ne peut pas éliminer tous les différents enjeux qui sont importants pour les Américains. Il faut les traiter un par un. Le bois d'œuvre, ça fait plus de 25 ans qu'on se bat pour le bois d'œuvre, on a toujours gagné. Et bien sûr, la gestion de l'offre. Et on respecte tous les engagements de l'ASEAN et on le dit très, très fort aux Américains. Alors, il va toujours y avoir un petit peu de va-et-vient entre nos deux pays et je pense qu'on s'est débrouillé très, très bien durant l'administration Trump. On a l'intention de le faire avec l'administration Biden. Et cela étant dit, je peux vous dire qu'on a beaucoup d'atomes crochus avec l'administration Biden. Peut-être, Monsieur le ministre, une suggestion que je vous fais, peut-être à travers votre ministère et je dirais le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux, ce serait de prévoir une grande offensive de relations d'amitié avec nos voisins américains une fois que les frontières vont être ouvertes. On est tombé en pandémie à l'ère Trump, on sort de la pandémie à l'ère Biden et peut-être qu'on a besoin de se rapprocher collectivement. Donc, je vous dis, j'ai l'impression qu'il faut travailler sur des relations d'amitié avec nos partenaires américains, que des entreprises d'ici y aillent, que des entreprises américaines viennent, que des citoyens y aillent en tourisme, qu'on rétablisse une forme de solidarité continentale qui était fortement ébranlée durant l'ère Trump. Et la pandémie a comme mis tout ça sur pause. Et peut-être que ça nous aidera. Je me disais sur le bois d'œuvre, j'en revenais pas quand j'entendais les États-Unis parler de ça en disant qu'il y avait un avantage indu pour le Canada et d'envisager des droits. Je me disais, mais mon Dieu, le marché est tellement en surchauffe, le bois d'œuvre est tellement rare que je comprends pas que les États-Unis veuillent se priver de notre bois d'œuvre à bon marché s'il est disponible. Alors, il y a vraiment là une forme de mauvaise communication collective. Parlons d'un autre dossier avec les États-Unis qui nous touche beaucoup, celui de l'énergie. Il y a eu une rebuffade pour le Canada quand l'administration Biden a, je dirais, fermé le projet Keystone XL. Et là, on a cette fameuse situation avec la ligne, l'oléoduc Enbridge, la ligne 5, avec la gouverneure du Massachusetts du Michigan qui veut la fermer. Pour le Québec, c'est névralgique. Une bonne partie de notre énergie arrive de là. Si jamais c'était fermé, non seulement c'est des coûts, mais c'est des pétroliers sur le Saint-Laurent. C'est une catastrophe si la ligne est fermée. Comment vous voyez l'évolution des choses? Êtes-vous confiant? Puis je vous dirais presque candidement, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider dans ce dossier-là? Parce que c'est tellement important pour le Québec et pour l'Est du Canada.
Merci. Vous avez soulevé un très bon point et un enjeu extrêmement important, la ligne numéro 5. Comme vous le dites, c'est une ligne qui vient de l'Alberta et qui alimente non seulement l'Ontario, mais aussi le Québec, et en passant, qui alimente également le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie. C'est extrêmement important. Quand on parle des raffineries qui sont à Lévis, Valero, et puis Suncor à Montréal, les gens, quand ils font le plein dans leur automobile, n'y pensent pas, mais souvent, ça vient de la ligne numéro 5. Alors, elle est névralgique, c'est le cas de le dire. Et on mène une campagne. Et en fait, les provinces sont impliquées, peut-être moins le Québec, et ça serait bien que le Québec participe dans nos efforts pour essayer de persuader le Michigan de ne pas fermer cette ligne qui existe depuis presque 70 ans et qui fonctionne très bien et qui est sécuritaire. Alors, moi, je suis confiant qu'on va trouver une solution et que cette ligne ne sera pas interrompue, mais ça ne sera pas facile. Ce que nous avons fait au niveau fédéral, c'est d'invoquer le fait et c'est dans, je suis pas un avocat, mais c'est dans un document qui s'appelle un amicus brief que nous avons porté à l'attention de la Cour fédérale américaine, qu'il existe un traité entre nos deux pays qui date de 1977 et qui dit essentiellement que si un de nos pipelines passe à travers l'autre pays et revient au Canada, l'autre pays ne peut pas interrompre le débit de ce pipeline. Alors, on a porté cela à l'attention de la Cour et je pense que ça va être pris en considération. Mais on n'a pas l'intention de se laisser faire sur cet enjeu-là. J'en ai parlé moi-même 2 fois avec mon homologue, le secrétaire d'État Anthony Blinken. Alors, et on va continuer et le gouverneur Whitmer du Michigan, elle a été interpellée à beaucoup de reprises par notre ambassadrice à Washington. Alors, il y a une campagne en ce moment pour protéger cette ligne qui est tellement importante. Vous vous rappelez que quand il y a eu la grève du CN pendant 8 jours, il y a 2 ans, nos producteurs agricoles n'avaient pas de propane pour sécher leurs grains. Vous vous rappelez peut-être de ça, c'était dans les nouvelles. Ben, ce propane vient d'une raffinerie à Sarnia qui dépend de la ligne numéro 5. Alors, c'est essentiel qu'on continue de maintenir cette ligne ouverte et on va le faire. Monsieur le ministre, je vous entendais, j'avais l'impression que vous manipulez le chaud puis le froid. Vous nous dites qu'il y a un traité, puis ce traité-là est assez clair, puis en même temps, vous dites que ce sera pas facile. Alors, on va vous suivre, mais je vous dis, n'hésitez pas. La communauté d'affaires ici est bien consciente. On s'était battu à l'époque pour qu'il y ait cette inversion qui avait été autorisée, et c'était une bonne nouvelle. Le pipeline existait, mais allait dans le mauvais sens. Et là, de se retrouver à devoir encore une fois discuter de ce pipeline, ça surprend tout le monde, mais c'est comme vous le dites, c'est très important, vous en êtes conscient, et on va se mobiliser si on peut aider. J'aimerais peut-être, allons du côté de l'Europe. Dans les toujours durant cette pandémie, on a vu le Brexit se matérialiser. Ça a été un long processus. Et on a vu donc un nouvel accord, je pense qu'il est temporaire, entre le Canada et le Royaume-Uni, de libre-échange. Est-ce que on a une négociation qui est en cours? Est-ce qu'il y a une nouvelle négociation en cours avec le Royaume-Uni? Quelle est la situation de l'entente de libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni? En fait, c'est en cours en ce moment et c'est quelque chose qu'on prépare depuis longtemps parce qu'on anticipait que Brexit serait une réalité. Alors, le Royaume-Uni est un partenaire de commerce extrêmement important pour le Canada et on veut que les choses aillent aussi de façon fluide maintenant qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Et il y a plusieurs ententes, c'est pas seulement l'entente de libre-échange, mais dans plusieurs autres domaines, comme par exemple le traité pour les vols entre les deux pays. Toutes ces choses-là, on les travaille depuis longtemps et puis ça va bien. On va attendre pour que ça soit finalisé, mais on est presque là. Et donc, dans les faits, on n'est pas dans des discussions là avec consultation comme on avait eu avec l'accord de libre-échange avec l'Europe ou les nouveaux accords comme celui qu'on avait fait dans le Pacifique. Celui-ci va s'inspirer de ce qui existe déjà
Et donc, c'est beaucoup plus de s'assurer qu'on couvre tous les éléments, mais non pas qu'on va avoir un nouveau type d'accord ou des nouvelles sections ou des nouveaux enjeux qui nécessiteraient des consultations avec les milieux ici au Canada? Bien, ça ne sera pas identique à ce qui existe avec l'Union européenne parce qu'il y a certaines réalités qui sont un peu différentes, mais ça sera largement dans le même sens. Alors, c'est les détails qui sont en train d'être peaufinés. Parfait. Parlons de la Chine. Vous l'avez évoqué. Il y a une situation très ambiguë et nous-mêmes qui organisons souvent des missions d'affaires en Chine, on s'était posé la question, évidemment, la pandémie a stoppé tout ça, mais devant la détérioration de la relation et surtout une impression qu'il y avait un risque pour les gens d'affaires. On a vu des citoyens canadiens être arrêtés et ils sont toujours en prison sans raison valable et simplement par mesure de représailles. Ça nous ouvre une question presque de sécurité. Et donc, j'aimerais vous entendre comment la pandémie, si les choses se passent bien, devrait permettre la réouverture éventuellement des déplacements, des relations commerciales. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'affaires canadiens qui ont déjà eu ou qui ont encore des relations avec la Chine et qui se posent la question, est-ce que je reprends mes voyages d'affaires en Chine? Est-ce que je redéveloppe mes relations là-bas? Comment vous voyez la situation évoluer d'un point de vue sécuritaire pour faire des affaires en Chine? Bien, il y a deux pays ici. Il y a la Chine qui place des restrictions, qui met des restrictions en place, et il y a le Canada. Mais notre commerce avec la Chine est extrêmement important. C'est 5% en ce moment de notre commerce total. Alors, et l'an dernier, ça a augmenté notre commerce avec la Chine de 8%, à un moment où le commerce avec d'autres pays avait baissé. Alors, il n'est pas question que le commerce cesse avec la Chine. C'est un pays extrêmement important, le pays qui aura probablement le plus gros produit national brut d'ici la fin de cette décennie. On veut faire du commerce avec la Chine. Ils veulent certains de nos produits. Alors, c'est quelque chose qu'on poursuit activement. Quand je parle de notre relation avec la Chine, elle est très complexe. Et j'ai mentionné les 4 C, hein, compétitionner, coexister, coopérer, mais aussi contester. Et puis, c'est là que, parce que la Chine a changé tellement dans les 5 dernières années sous Xi Jinping, que c'est important pour le Canada de passer un message très, très clair à la Chine. Mais sur le plan du commerce, on veut faire du commerce avec la Chine et puis on cherche à s'entendre avec eux sur les modalités de commerce pour qu'elles soient équitables, qu'elles respectent le droit international. Et c'est quelque chose que d'autres pays sont en train de faire avec la Chine, dont en particulier les États-Unis. Alors, oui, on veut faire du commerce avec la Chine. On doit de temps en temps les critiquer et on va le faire. On va le faire parce que leur traitement des Ouïghours et de d'autres, du Tibet et de d'autres, est totalement inacceptable. Alors, on est en train de clarifier notre relation avec eux. Et puis, je pense qu'ils comprennent. Très bien. En fait, comme je vous dis, en aucun cas, il faudrait que des gens d'affaires deviennent des monnaies d'échange dans des questions de diplomatie internationale. On s'entend, c'est ce qu'on veut éviter et ce que j'espère les Chinois voudront éviter aussi. Peut-être une question plus large, Monsieur le ministre. On voit avec, appelons-le la Russie de Poutine, on voit avec le Brésil de Bolsonaro, on voit avec la Chine de Xi Jinping. On voit des grands pays qui ont des défis sur le respect des droits de la personne, éventuellement qui ont des politiques qui peuvent sembler agressives internationalement. Et nous, le Canada, on essaie là-dedans de tirer notre épingle du jeu. On a eu une situation encore plus traumatique sous l'ère Trump, où là, on n'était même pas sûr de notre voisin américain. Donc, je vous pose une question, je ne sais pas si c'est de la philosophie de relations internationales, mais comment vous voyez, puis on a quelques minutes, pas 2 heures, mais comment vous voyez le Canada dans les prochaines années, dans un contexte où il y a des tensions, il y a des bullies internationales, ou en tout cas des pays qui semblent vouloir se comporter comme tels. Comment vous voyez le rôle du Canada dans un contexte comme celui-là?
Très bonne question. Et puis, vous avez raison. Il y a des pays, malheureusement, qui ne respectent pas les droits humains. Et le Canada est un pays qui est respecté pour ses valeurs et c'est important de ne pas passer sous silence ces choses-là. Il faut s'affirmer. Et je pense qu'une des façons les plus importantes de le faire, c'est multilatéralement. Alors, moi, je développe ma relation au sein du G7. Je reviens de la réunion du G7 des ministres des Affaires étrangères. Si vous regardez le communiqué, vous allez trouver que nous avons agi d'une voix sur beaucoup de différents enjeux, dont les droits humains. Alors, les forums multilatéraux, que ce soit les Five Eyes, que ce soit le G7, je vais aller au G20 plus tard ce mois-ci. Ça, c'est un peu plus complexe comme organisation. Les Nations unies, la francophonie, le Commonwealth, ce sont des forums multilatéraux où si on peut parler sur certains enjeux d'une voix, ça marche beaucoup mieux. Par exemple, on est très fiers que notre déclaration sur la détention arbitraire dans les relations entre États, une initiative de mon prédécesseur François-Philippe Champagne, a maintenant l'aval de 62 pays. Et on dit clairement, vous ne pouvez pas utiliser les citoyens d'un autre pays comme monnaie d'échange parce que vous n'êtes pas content avec ce pays-là. Il y a du momentum de ce côté-là et c'est important. J'ai eu une rencontre bilatérale avec Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, quand j'étais en Islande. On s'est dit les vraies affaires. Et puis le Canada va continuer de le dire. Leur traitement d'Alexis Navalny, leur militarisation face à l'Ukraine, l'annexion de la Crimée. Toutes ces choses-là ne sont pas acceptables. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas acceptable d'utiliser la coercie diplomatique ou la coercie économique contre d'autres pays. Il y a des règles, il faut suivre les règles et le Canada a un rôle à jouer en réaffirmant l'importance des règles internationales. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question, puis certains diront que c'est peut-être la plus importante de toutes. On vient de parler de ces tensions internationales, ces blocs qui se forment, et on vit une sortie de pandémie avec des incertitudes encore. Et dans tout ce contexte-là, on a l'urgence climatique. On a cette nécessité d'agir, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on discute avec la Chine, il est important qu'on garde toujours à l'esprit qu'on vit sur la même planète. Est-ce que évidemment, il y a eu l'urgence pandémique qui a probablement attiré toute notre attention, puis c'est normal. L'humanité était en danger à court terme. Maintenant, l'humanité est aussi en danger, peut-être à court terme, en tout cas à moyen terme sûrement, puis à long terme très certainement. Comment voyez-vous la prochaine année du point de vue de la diplomatie verte, du point de vue de cette nécessité d'avancer collectivement pour protéger notre planète? Bien, avec un certain optimisme. Vous avez raison, la pandémie nous préoccupe en ce moment, mais l'urgence existentielle de cette planète, c'est le changement climatique. Et je crois que avec la décision des États-Unis de vraiment se réintégrer dans le processus de l'accord de Paris, avec la réunion très importante qui va avoir lieu cette année, le COP26, je pense que vous allez voir que vraiment, on est finalement rendu à un point où on prend ça au sérieux. Le Canada lui-même a annoncé récemment qu'il allait augmenter ses ambitions vis-à-vis les émissions, de passer de 30% à 40 à 45% vis-à-vis les chiffres de 2005 d'ici 2030. Alors, vraiment, il y a un engagement très sérieux de la part de beaucoup de pays, incluant la Chine en passant. Ils ont un horaire un petit peu différent, mais vraiment, ils commencent à s'engager. Je pense que finalement, les gens comprennent que c'est important. C'est le défi de notre planète dans ce siècle. Et moi, je suis optimiste que ça va continuer dans la même direction et que finalement, on est rendu à la réalité que c'est bien beau d'en parler, mais il faut agir. Écoutez, Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie pour la clarté de vos propos. Vous avez dit que vous alliez au G20 ce mois-ci. Alors, je vous souhaite qu'avant de partir, qu'on ait un plan pour la réouverture de nos frontières, que vous soyez vous-même doublement vacciné, capable de voyager avec une application qui fonctionne et qu'à votre retour, il n'y ait aucune quarantaine puisque vous aurez été doublement vacciné. Alors, je vous souhaite tout ça et je nous souhaite
tout ça, parce que si ça vous arrive, ça veut dire que ça va nous arriver à nous aussi. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Michel. Un vrai plaisir de vous parler.